15h et quasiment 10 minutes. Nous recevons aujourd'hui, je vous le disais, Robert Kakoué, un Calédonien au parcours pour le moins étonnant et impressionnant. Il est aujourd'hui entrepreneur et exerce un métier qu'il est tout autant growth hacker, qui est une technique de marketing digital. Il nous dira tout ce qu'il y a à savoir sur ce métier 2.0. Silence, ça bouge. Le rendez-vous des initiatives. Robert Kakoué, bonjour. Bonjour Ismaël. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Voilà, petit chat dans la gorge. Alors, on y va franco, on met les deux pieds dans le plat. Le growth hacking est né en 2010 sous la plume de Sean Ellis, un Américain, et caractérise une technique de marketing digital qui vise à trouver des solutions à des problèmes de croissance en entreprise. Expliquez-nous ce qui est clairement et simplement le growth hacking. Est-ce que je n'ai pas dit trop de bêtises ? Alors, c'est tout à fait ça. Je vois que tu es bien renseigné et puis un habile utilisateur d'Internet. Et effectivement, du coup, c'est un concept qui est né d'Amérique, du coup, par ce fameux Sean Ellis, du coup, qui a créé, en fait, qui a brandé, comme on dit, qui a marketé ce concept-là de growth hacking avec, en fait, il a simplement regroupé plusieurs techniques qui existaient déjà de marketing, avec l'objectif, en fait, d'en faire une méthode qui puisse être applicable à tout type de business. C'était à la base orienté vers des entreprises. Aujourd'hui, ça peut s'appliquer à plusieurs autres types d'organisations. Mais l'idée, c'est de pouvoir en fait faire grossir une organisation, donc que ce soit une entreprise ou une association, par exemple, par différents leviers, et notamment les canaux digitaux aujourd'hui qui sont très utilisés par tout le monde en fait. Voilà. Alors, vous alliez du coup des compétences techniques avec des connaissances marketing. Tout à fait. En fait, dans le jargon du growth hacking, on utilise beaucoup la notion de framework. Un framework, c'est en fait un modèle de pensée qui permet de découper en fait des méthodes de travail. Et donc, il y en a un qui est très populaire dans le growth hacking, c'est le framework ARE. ARE pour acquisition, activation, rétention, referral et revenu. Et en fait, si vous voulez, ça, c'est des mots un peu qui peuvent paraître barbares, mais ça résume un petit peu le parcours utilisateur de vous ou moi avant qu'on connaisse une marque ou une entreprise, jusqu'au moment où en fait on va passer à l'acte d'achat, on va devenir un client. Et puis le but ultime du marketing, on va en parler, le referral. Donc tout l'art du growth hacker, ça va être de faire passer de quelqu'un qui ne connaît pas un produit ou un service à un client qui est tellement satisfait qu'il en parle en fait à sa famille, son voisin et à tout son entourage. Donc c'est répondre aussi aux besoins on suppose que c'est souvent des startups, mais on aura l'occasion d'en revenir là-dessus. Vous avez dit aussi, il y a aussi des associations. C'est pour optimiser la visibilité des produits, accélérateur de développement, ça on l'a compris. Il y a le mot hacking aussi dans son intitulé, mais rien d'illégal ou de frauduleux, ça vous nous l'assurez. Non, alors c'est vrai que le mot hacker, hacking, ça a souvent une connotation un petit peu borderline, comme on dirait. Mais non, il y a vraiment rien d'illégal. Justement, l'idée, c'est, en fait, derrière la notion de hacking, c'est d'être un peu dans ce mindset des hackers de la débrouille, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs un petit peu que le slogan de Nakupa, on pourra en parler, c'est quand il n'y a pas. C'est qu'en fait, l'idée, ça va être utiliser les moyens qu'on a pour augmenter que ce soit la visibilité, la notoriété, mais aussi du coup le chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'association, même si on peut pas vraiment parler de chiffre d'affaires pour une association, mais je dirais l'impact, voilà. Et donc en fait, l'idée avec le growth hacking, c'est de mêler tout ce qui va toucher au marketing, à la publicité, avec la partie plutôt ingénierie, c'est-à-dire la partie produit, comme on dirait dans le langage startup. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, on avait tendance à distinguer la partie communication-promotion de la partie conception-production. Et en fait, avec le growth hacking, on va analyser chaque étape du process en partant de la production jusqu'à la partie promotion-marketing, de sorte à optimiser en fait, donc comme je disais, soit le chiffre d'affaires, soit la visibilité de l'entreprise. Alors justement, c'est une méthode de marketing qui, on suppose, coûte moins cher et qui permet de frapper fort d'un coup. Du coup, c'est surtout, à la base, il me semble que c'était surtout des startups qui faisaient appel à cette méthode de marketing. Aujourd'hui, ça tend à se démocratiser. On cherche aussi à impacter les grandes entreprises, les associations. Exactement. Alors c'est né en fait dans la Silicon Valley, qui est, comme tout le monde le sait, un petit peu le temple de la Startup Nation, aujourd'hui, qui est, on va dire, un phénomène sociétal. Mais effectivement, ça a été beaucoup utilisé par les startups de Californie, parce que justement, les startups, en fait, ont un enjeu, un double enjeu, c'est un enjeu de croissance. Elles doivent croître beaucoup et très vite, et avec des ressources limitées.
Donc c'est pour ça que des personnes se sont penchées sur la question de comment je réussis, moi, en tant que fondateur de start-up, à grossir très vite avec le moins de moyens avec un nombre de moyens limité. Donc c'est de là qu'est né ce concept qu'est le growth hacking. Alors le growth hacking, du coup, c'est quelque chose qu'on utilise de manière ponctuelle. On l'utilise pour doper la croissance de son entreprise avant de voler de ses propres ailes, ou c'est une méthode qui est appelée à s'installer, à perdurer dans le temps avec un growth hacker pour chaque entreprise? C'est plutôt la deuxième option, c'est-à-dire que c'est vraiment un mindset, un état d'esprit. Et je dirais qu'aujourd'hui, comme vous disiez, en fait, les startups ont initié un petit peu cette tendance, mais ça commence à se démocratiser, notamment même dans les grands groupes. On a des postes de growth hackers qui sont intitulés comme tels, c'est-à-dire que c'est vraiment une méthodologie, une façon de penser, le marketing et la production, puisqu'on va autant travailler, comme je le disais avant, sur la partie publicité, awareness, c'est-à-dire découvrabilité du produit, tout comme on va aussi travailler sur la partie produit. C'est-à-dire que, en fonction des retours que je vais avoir de mes clients, je vais pouvoir aller voir l'équipe production, l'équipe d'ingénieurs, ou tout simplement les ouvriers qui vont produire le produit, pour améliorer et intégrer ces retours utilisateurs en temps réel. Donc, du coup, ça séduit les grandes entreprises qui cherchent à développer sûrement de nouveaux chantiers de croissance. On pense peut-être à des branches d'une entreprise, et ça permet d'innover, tester et puis voir si ça marche ou pas, d'aller très vite en fait. Et on investit peu de moyens, comme vous avez dit. Donc, ça permet la marge d'erreur, elle est acceptable, on va dire. Tout à fait. C'est vraiment l'enjeu, c'est la rentabilité, je dirais plutôt même l'efficacité et l'efficience. C'est-à-dire aller très vite, donc économiser des ressources en temps et bien sûr en moyens financiers, puisque on va pouvoir faire des tests. Et en fait, en fonction des tests, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de digital. Aujourd'hui, l'avantage du digital, c'est d'avoir de la data, de la donnée, de mesurer en temps réel en fait le retour sur investissement, le ROI d'une action marketing, d'une action sur un produit, comme je disais, sur les designs, sur la conception, sur toutes les étapes du process des entreprises. Donc le growth hacking permet des résultats de croissance très rapides en passant par des méthodes de marketing non conventionnelles. Ça vous permet une certaine liberté aussi qu'on retrouve peut-être pas dans le marketing, on va dire, traditionnel. C'est quoi justement ces méthodes non conventionnelles? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, alors par exemple, avec l'émergence des réseaux sociaux, on a des choses qui sont développées autour des marques qui sont les communautés. Je donne un exemple. Concernant Nakupa, par exemple, Nakupa, c'est né d'abord d'un groupe Facebook. Et en fait, c'était à la base, et ça l'est toujours, une communauté. C'est-à-dire des gens qui se rassemblent autour des valeurs du Pacifique, et notamment de la promotion de ce qui fait la richesse de nos îles du Pacifique. L'idée, au départ, c'était de faire la promotion de produits, d'artisans, de services locaux, et de valoriser un petit peu le travail de chacun ici en Nouvelle-Calédonie. Et je parle des groupes Facebook parce que c'est un exemple pour moi typique du growth hacking, parce qu'on n'est pas dans une optique au départ commerciale, business forcément, on est dans un enjeu d'intérêt général, mais in fine, les acteurs, donc les membres de Nakupa, peuvent bénéficier de ce groupe pour faire la promotion de leurs produits ou services, pour faire connaître du coup leur entreprise, s'ils sont artisans, entrepreneurs. Et puis, ça ne paraît pas pour autant un acte commercial un peu classique. C'est-à-dire que on le fait de manière un peu naturelle, voilà. Et pour moi, ça c'est un hack dans le sens où on est plus dans une notion de communauté ensemble, et malgré tout, ça sert aussi à les intérêts économiques des individus. Donc, on joue un peu le côté l'utile à l'agréable. Voilà, et à 15h18, on va continuer à parler ensemble, Robert Kakoué, de ce marketing digital 2.0, le growth hacking. Mais une petite interlude musicale, c'est Loueni Manenang. Et on se retrouve juste après. À tout à l'heure, Robert. Et vous êtes toujours sur Nouvelle-Calédonie, la première. Il est 15h et quasiment 23 minutes. Nous sommes toujours en compagnie de Robert Kakoué, growth hacker. Robert, ça va toujours ? Toujours, à fond. Eh ben super. Nous, on continue à parler un petit peu de ce métier 2.0 qui fait partie un petit peu du marketing digital. Alors, selon vous, quelles sont les qualités d'un bon growth hacker? Est-ce qu'il faut être rusé? Ah oui, je pense que c'est une qualité hyper importante. Je dirais être rusé, mais avoir du bon sens. Dont parfois, moi, je manque. Mais ce qui est intéressant avec cette discipline,
Pourquoi moi je m'y suis intéressé, c'est justement parce que enfin, c'est par rapport à la curiosité. Je pense qu'il faut être curieux surtout. Ouais. Et je suis quelqu'un de très très curieux. J'aime bien tester de nouvelles choses, des fois trop de nouvelles choses, mais je dirais que la qualité de base c'est la curiosité. Ouais. Alors expérimenter, tester, vous venez de le dire, et analyser les retours, c'est votre train-train quotidien en tant que growth hacker. C'est ça. Et du coup, il y a la curiosité effectivement et l'autre qualité. Et, je pense qu'il faut avoir un esprit un petit peu d'analyse parce qu'il faut pouvoir, comme vous disiez, tester, analyser les retours, les tests, les résultats des tests, pardon. Et donc avoir un esprit un petit peu cartésien. C'est pour ça que beaucoup de growth hackers sont des ingénieurs ou ont un profil un petit peu, je vais pas dire geek, mais logique, on va dire. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que là où on emprunte des méthodes de marketing qui ne sont pas conventionnelles, il faut quand même avoir cet esprit-là, il y a une certaine liberté. Est-ce que l'innovation est omniprésente dans ce métier ? Tout à fait. Je pense sur le volet marketing pur et dur, déjà peut-être rappeler ce que c'est que le marketing. Moi, il y a énormément de définitions du marketing, mais la définition que j'aime bien, moi, c'est celle qui dit ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que le marketing, c'est comment amener quelqu'un qui ne vous connaît pas à devenir un de vos plus grands fans. Voilà. C'est tout simplement ça. Enfin, pour moi, c'est comment attirer une personne lambda, en faire un client, mais un client non seulement fidèle, mais tellement fidèle qu'il va en parler à son entourage. Et je pense que la créativité est une qualité hyper essentielle, surtout aujourd'hui à l'ère du digital, puisqu'on le voit bien, les réseaux sociaux notamment sont devenus incontournables si on veut faire la promotion de son entreprise. Et aujourd'hui, quand on a une stratégie de contenu à maintenir, une stratégie de contenu, c'est-à-dire devoir publier régulièrement du contenu sur les réseaux. Le moteur de ça, c'est la créativité. C'est quelles sont les idées originales que je vais pouvoir implémenter dans mes vidéos, dans mes photos, dans mes posts, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, TikTok, enfin peu importe, mais pour capter l'attention et surtout la garder. Alors les influenceurs, ils s'inscrivent carrément là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que les influenceurs sont des growth hackers ? Alors, je dirais pas, je les mettrais pas dans cette catégorie-là. Pour moi, ils font partie de l'écosystème du growth hacking, c'est-à-dire que ce sont des acteurs du marketing. Les entreprises, en fait, l'ont bien compris. À un moment donné, bon, ça a un petit peu retombé ces derniers temps avec les dernières polémiques autour de l'influence sur les réseaux, mais dès lors qu'un influenceur, ce que j'appelle un influenceur, moi, c'est quelqu'un qui a une audience suffisamment importante pour intéresser une entreprise. Et donc, en fait, les entreprises ont, comme je disais, saisi l'opportunité à un moment donné où les influenceurs ils étaient tellement influents qu'il suffisait qu'ils parlent d'un produit pour que les gens se ruent en fait vers ce produit-là. Mais je les mettrais pas dans la catégorie des growth hackers, dans le sens où je les mettrais plus dans la catégorie des créateurs. Ce sont des créateurs, et en fait, ce sont des artistes que les gens suivent comme ils suivraient en fait leur chanteur ou leur chanteuse préférée. Alors, trompé de petite soupe de doigts. On parle de growth hacking depuis tout à l'heure, hein, mais vous, Robert Cacoué, vous avez un parcours riche. Vous sortez de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Il va falloir s'accrocher parce que ça risque d'être un peu lent. Pour intégrer la DGAC en tant que responsable qualité, vous avez été directeur des ports et aéroports sur la province des îles, chargé de mission à la SODIL, directeur de projet à la CECAL. C'est une sécurité, déjà un parcours impressionnant. Une sécurité de l'emploi plus que sécure et confortable. Pourquoi avoir choisi de tout plaquer ? Je pense que c'est le terme adéquat pour vous investir depuis 3 ans maintenant avec Nakupa. Je dirais, j'ai pas forcément la bonne réponse à cette question aujourd'hui, mais je suis quelqu'un qui agit beaucoup par feeling et j'écoute beaucoup mon instinct. Et à un moment donné, en fait, c'est apparu comme une évidence que c'était ce que je voulais faire. C'est-à-dire aider, en fait, ce que j'appelle les pacificas à s'épanouir de manière générale et pas forcément économiquement. C'est une manière, en fait, de les accompagner que de faire du growth hacking, mais ça m'a toujours un petit peu habité. Et le fait de travailler, d'avoir ces postes à responsabilité, ça a été pour moi des expériences très riches et je suis très très content et très fier d'avoir pu servir à mon humble niveau le pays en ce sens. Mais j'ai toujours souhaité apporter plus et créer, parce qu'on parlait justement de créativité, et le fait de créer, ça a toujours été important pour moi.
Et ça a été, je pense, le principal moteur qui a fait qu'à un moment donné, effectivement, j'ai tout plaqué. Aux grandes dames de ma maman, que je dédicace à qui Alors on suppose que la famille en général, ça doit être un petit peu compliqué. Enfin, vous êtes ingénieur aéronautique de formation, donc tout de suite, ça claque, on va dire. Donc c'est forcément un petit peu déstabilisant, mais c'est un choix de vie aussi, être entrepreneur. C'est vrai. Et effectivement, c'est pas une mince affaire. Hein, et j'en profite pour remercier du coup tous ceux qui m'ont. Je faisais un petit clin d'œil à ma maman, mais c'est parce c'est elle qui m'a beaucoup poussé dans les études à me dépasser. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui on arrive à un petit peu à un changement de paradigme sociétal où on a de plus en plus d'entrepreneurs et de gens qui se tournent vers cette voie-là, qui est une voie encore très difficile. C'est notre quotidien les fins du mois ne sont pas assurées, donc il faut aller chercher son pain, comme on dit. Mais je pense que on est en fait à l'aube d'un changement de paradigme sociétal, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus, c'est mon pari, d'entrepreneurs, de solopreneurs, comme pour reprendre le terme de quelqu'un de très suivi sur LinkedIn que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thibault Louis. Où en fait on va être finalement son propre patron et on va quelque part louer son temps, ses compétences à des clients qui seront des grandes entreprises, des plus petites, voilà. J'ai l'impression, je dis pas que j'ai une boule de cristal, mais j'ai l'impression qu'on s'oriente vers un monde avec plus d'entrepreneuriat, de soloprenariat notamment. Et ben ça, ils investissent d'ailleurs aussi très jeunes. On pense notamment, on en parlait aussi hier, le rendez-vous des petits entrepreneurs. C'est la 3e édition. Enfin, s'il y a une 3e édition, c'est que ça marche. C'est que on essaie de planter aussi cette graine dans notre jeunesse calédonienne. Alors, vous parliez aussi de Pacifica. Alors, est-ce qu'on peut définir clairement de qui il s'agit, ces Pacifica ? Alors dans le jargon de Nakupa, ce qu'on appelle les Pacifica, ce que j'appelle les Pacifica, ce sont les membres de la communauté Nakupa. Nakupa qui signifie donc nature et culture du Pacifique. Et en fait, ce sont tout simplement les personnes qui vivent dans le Pacifique, qui sont originaires. Mais je dis qui vivent, j'insiste là-dessus parce que il n'y a pas nécessairement de exclusion ethnique. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est arrivé, qui a choisi de faire souche en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, en Polynésie française par exemple, qui s'investit pour ce pays, qui donne corps et âme pour apporter sa pierre, c'est un Pacifica. C'est un Pacifica parce que rien que le fait d'exister et puis de vivre ici, il fait partie de la famille Nakupa. Voilà. Eh bien voilà, au moins c'est dit. Alors Robert, hier j'ai vu que vous avez ajouté une publication à votre compte LinkedIn que j'ai trouvé très intéressante. Alors je vous cite, « Pas besoin d'être très bon pour être le premier dans les îles. Cette réalité, bien que flatteuse en première instance, cache un enjeu plus profond. Dans nos îles, notre principal défi n'est pas tant l'absence de concurrence, mais plutôt le fait qu'elle ne nous incite pas suffisamment à nous surpasser. Cet effet bocal nourrit une culture de la médiocrité, nous rendant complaisants et nous confiant au rôle d'observateur au rôle d'observateur de l'innovation et de la croissance qui se déroule sur les continents. » Alors vous terminez avec du positif bien sûr, en rappelant que dans nos îles, un tissu entrepreneurial vibrant et passionné est prêt à laisser sa marque. Mais ce constat, vous le dressez quand même et il existe pour vous, c'est une réalité. Oui, alors forcément, ce sont comment dire, encore une fois, c'est mon opinion, c'est ma pensée, ça n'engage que moi. Mais je dirais que c'est un piège, en fait, que de penser que nous sommes, parce que nous sommes peu, de se reposer sur ses lauriers. En fait, l'idée de ce poste, c'est que je suis convaincu que nous avons le potentiel de briller, pas qu'en Nouvelle-Calédonie, pas qu'à Tahiti, pas que dans notre région, mais qu'on a les potentiels ici dans la région pour briller de par le monde. Et je prenais l'image, la métaphore avec les rugbyman en ce moment du Pacifique, que ce soit l'équipe de Fidji que de Tonga, qui font des parcours extraordinaires. Pour rappeler qu'en fait, on a une fierté, nous, à défendre, la fierté d'être Pacifica, la fierté de venir de cet endroit du monde. Et que souvent, on peut tomber dans le piège, effectivement, de par les médias, de par, en fait, ce qui nous arrive de l'extérieur. C'est l'histoire, en fait, de nos îles. On a toujours eu des influences externes, mais de ne pas oublier que nous aussi, on a quelque chose à apporter au monde. C'était le sens du poste. Voilà. Eh bien voilà, en tout cas, très inspirant tout ce que vous nous dites. On continuera notre petite discussion ensemble après un petit peu de musique. Eric Virgal, Pas fait moins la peine. Et ça arrive tout de suite sur la première. À tout à l'heure, Robert. Silence, ça bouge. Le rendez-vous des initiatives.
Il est 15h passées de 38 minutes, vous êtes toujours sur Nouvelle-Calédonie la première et nous sommes toujours en compagnie de Robert Kakoué. Ça va toujours, Robert ? Toujours. Eh ben super. Bon, nous on continue un petit peu. On va beaucoup parler cette fois-ci de Nakupa Media. Alors au sein de cette entreprise, vous vous éloignez de l'entreprise traditionnelle, on va dire, pour partir sur une organisation plus organique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui choisissent de s'écarter du modèle traditionnel de la structure pyramidale, c'est-à-dire avec un patron et puis des employés, pour basculer sur ce dont je parlais tout à l'heure, le modèle du soloprenariat, c'est-à-dire que oui, et du collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour développer, donc par exemple, un média tel que celui de Nakupa Media. J'ai fait le choix de m'appuyer sur des partenaires que je salue, des cofondateurs du coup qui m'ont aidé à monter ce média-là, que je remercie aujourd'hui, qui sont Jean-Brice Nachipan, Thierry Raguet et puis Passil Soimo. Et l'idée en fait c'était de se regrouper sous une même bannière, qui est celle de Nakupa Media du coup, pour proposer donc des capsules, ce que j'appelle des capsules, des contenus vidéo très courts pour valoriser encore une fois le parcours de Pacifica, pour rester dans la thématique de Nakupa. D'ailleurs, vous avez dû en croiser quelques-uns sur TikTok notamment. Alors concrètement, quels sont les objectifs de Nakupa Media ? Alors l'objectif de Nakupa Media, c'est de manière tout à fait humble, je vais faire une Cédric Doumbé, d'être le plus grand média du Pacifique, indépendant, voilà. Et pour cela, de se baser sur les richesses des profils qui sont extrêmement variés, diversifiés dans le Pacifique, que ce soit donc des entrepreneurs, des artistes ou des sportifs, et d'en faire un petit peu un média, le média des Pacificas. Voilà. L'idée derrière Nakupa Media, c'était de porter le message au-delà du lagan. C'est pour ça qu'il y a des capsules qui sont tournées en métropole, mais de couvrir vraiment le champ le plus large possible du Pacifique. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est qu'on puisse se reconnaître en tant que Pacifica en regardant une capsule Nakupa. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous diriez qu'on fait front commun en tant que Pacifique, on se sent appartenir à la Nouvelle-Calédonie bien sûr, mais est-ce qu'on se sent aussi appartenir à ce bassin qu'est le Pacifique, qu'on soit en Polynésie ou ailleurs ? Est-ce il y a cet effet collectif, le Pacifique ? C'est une très bonne question et je dirais que non, pas suffisamment, et c'est la raison d'être de Nakupa Media, c'est-à-dire de Nakupa de manière générale, c'est-à-dire de rassembler les Pacificas. On a eu la chance de couvrir en fait la délégation qui s'est rendue au MacFest, au dernier Festival des Arts mélanésiens au Vanuatu, et là-bas, moi j'ai été frappé par le fait que des Papous, par exemple, échangent de manière très très naturelle et libre avec des Vanuatais en Bislama, en Pidgin, et qu'il y ait vraiment cette connexion entre eux, entre peuples de la Mélanésie. Et je me suis senti un petit peu, je vais pas dire à l'écart, mais un peu triste de me dire que nous, Calédoniens, on n'est pas si connectés que ça à notre région. Alors peut-être que c'est mon cas à moi personnel et que d'autres ne le ressentiront pas de la même manière, mais j'ai cette impression-là que on n'est pas suffisamment connecté à notre région et que il faut de plus en plus penser région, penser fraternité, Pacifique. Voilà. Arriver à s'ancrer durablement et se sentir concerné par le bassin auquel on appartient. Alors le développement de Nakupa, on suppose que c'est aussi dans votre tête, dans vos projets. Aujourd'hui, il est très axé sur la vidéo. À quoi s'attendre pour la suite ? Alors, comme je le disais, la raison d'être de Nakupa, c'est de rassembler les Pacificas. Donc, aujourd'hui, la feuille de route, elle n'est pas écrite à l'avance, elle s'écrit au fil de l'eau, vous l'aurez compris. Il y a d'ailleurs eu des expériences qui n'ont pas forcément aujourd'hui abouti. Je peux parler de Nakupa Shop qui était à la base l'idée de faire une plateforme de e-commerce pour les artisans du Pacifique, qui est en sommeil, qui pourrait peut-être demain repartir, je l'espère. Mais l'idée de Nakupa, le fil conducteur, c'est de rassembler, comme je le disais, les Pacificas. Et donc, toutes les prochaines actions vont avoir cet objectif-là, de rassembler les Pacificas. Et puis, les deux autres valeurs importantes pour Nakupa, c'est l'innovation, dont on a parlé. C'est d'innover, de toujours se renouveler, de créer. Dernièrement, on a eu la chance d'organiser un fashion show, du coup, à l'occasion du Festival Calédonia, qui a été très très sympathique, auquel on a pris beaucoup de plaisir à organiser. Et la dernière valeur, c'est de transmettre.
Voilà, c'est-à-dire que c'est important de rassembler, d'innover, mais surtout c'est important de transmettre aux générations qui vont arriver après, puisqu'on le voit, c'est partout dans le monde, on perd de plus en plus nos valeurs, notre histoire et nos racines. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement de créer Nakupa? Vous avez dit que vous allez beaucoup au feeling, donc on suppose que c'est aussi, vous vous sentez investi d'une mission. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement, Robert? Moi, ça m'a permis de me découvrir, je dirais, de me créer une identité. Je dis souvent sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, sur lequel je suis pas mal actif, que avant de se demander qu'est-ce qu'on veut faire demain, il faut d'abord se demander qui on veut être demain. Parce que c'est notre identité qui définit en fait nos actions. Et pas l'inverse, c'est l'être qui prévaut sur l'avoir et sur le faire. Et du coup, c'est aussi un hack de growth hacker que de s'imaginer, ok, dans un an, comment est-ce que je me vois, dans quelle situation je me vois, est-ce que je me vois ici, dans cet environnement-là, est-ce que je me vois, par exemple, beaucoup plus riche, parce que l'idée, c'est à un moment donné aussi de gagner de l'argent, si on parle de business, est-ce que je me vois avec les mêmes personnes, le même entourage, et à partir de cette réflexion sur l'identité, qu'est-ce que je dois faire pour en arriver là? Et donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, moi, j'en suis dans cette étape où je me dis, dans un an, dans 2 ans, où est-ce que je me vois, moi, en tant que porte-parole de Nakupa, parce que j'estime que ce projet, j'espère qu'il me dépassera. C'est en tout cas mon ambition. C'est qu'il ne s'arrête pas à Robert Kakoué, sa petite personne, mais qu'il se propage en fait à tous ceux qui veulent bien faire partie de cette famille que sont les Pacifica. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin à 15h45. Oser, innover, créer et soutenir pour bâtir et regarder à demain. C'est ce que fait aujourd'hui Robert Kakoué pour lui, pour son pays et pour les communautés du Pacifique. Une source d'inspiration dont on n'a pas, pour sûr, fini d'entendre parler. Robert Kakoué, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment.